Qu'est-ce que tu penses de la culture de sortir des extraits? Si tu fais ça pour ton propre podcast comme une pub, c'est bon, ça marche, c'est facile à consommer, puis peut-être tu vas chercher des gens que, hors ça, ils vont pas écouter les podcasts. Le problème que moi j'ai, c'est beaucoup de gens, ils sortent ça pour des gotcha, regarde qu'est-ce que lui a dit. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et le numéro 2 dans les 3 brasseurs. celui qui a une maison en paille. C'est drôle ça. En manchette cette semaine, le festival Just for Laugh. Si t'as pas vu ça passer, on a fait un épisode sur le fait que Juste pour rire a été racheté par Comédia. Si tu l'apprends là, je suis désolé, ça manquait de tact. Et tant qu'à manquer de tact, je vais te dire autre chose, man, tu t'informes pas assez, honnêtement. Là. Un journal, c'est pas juste un pipi-pad pour ton chien. Plus tard dans cet épisode-ci, on en parle avec Pentelis, puis tu vas voir, il y a vraiment le casting d'un intimidateur. Et ça, c'est parce que c'est un intimidateur. Mais en fait, il est vraiment plus gentil que ce qu'il a l'air. C'est comme un porc épic. À l'extérieur, il y a genre des pics, puis à l'intérieur... C'est un porc épic. Ça marche pas, cette analogie-là. C'est pas moi qui ai écrit ça. Sans blague, ce gars-là travaille tellement. Le matin, il fait des podcasts en français. L'après-midi, des podcasts en anglais. Puis le soir, il appelle BPM Sport parce qu'il a pas assez jasé. Il parle à Georges Larac. C'est quand même drôle. Puis les deux se comprennent parce que Georges, il a eu des commotions. Les deux, ils ont le même accent pour des raisons complètement différentes. Ils disent des moitiés de phrases en anglais. Les deux cherchent longtemps leurs mots. Georges, il parle en grec. C'est fou, il est parfaitement bilingue si tu comprends bien l'anglais. Puis il est drôle dans les deux langues. Ouais, il est bilingue gag. Oh, wesh! Nouvelle de dernière heure, la règle de 3 se cherche un nouvel auteur. Cause un jeu de mots de trop. Ouais. Personnellement, j'ai commencé à jouer en anglais depuis janvier parce que j'aime tellement ce métier-là. Je voulais découvrir le côté anglo à Montréal. Tout le monde est smart, les soirées sont belles honnêtement. Puis tout le monde a eu peur que Just for Laugh revienne jamais. Mais depuis que ça l'a racheté, tout le monde est content honnêtement. Puis aujourd'hui, on en parle avec Pentelis. Pentelis, merci d'être au podcast. Merci pour l'invitation. Très content en plus d'avoir ton studio dans le background. Voilà. J'adore ça. Ça fait combien de temps que tu as parti ton studio, là? 2020, on a parti ce studio-là. En pleine pandémie, tu t'es dit le timing est excellent? Ouais, ben, c'est pour ça que je t'ai déjà dit, je prends pas toujours les meilleures décisions, mais éventuellement, ça marche. Absolument. J'ai eu la chance d'y aller moi-même pour ton épisode, puis j'ai adoré le setup. Ah, merci. Et cette semaine, comme je te disais, l'épisode tourne autour de Just for Laugh, les nouveaux shows qu'il va y avoir cet été. Toi, peux-tu nous parler un peu du show que tu vas animer dans quelques jours, quelques semaines? Ouais, ben, dans quelques semaines, je pense. Ça dépend de quand ça sort, ça. Mais ouais, je pense que c'est 2 soirs, c'est le 27 puis le 28. Ça va être sur la scène extérieure, la scène Vidéotron. C'est en anglais. Cette année, je sais que Comédia a acheté Just for Laughs, puis Juste pour rire. Alors, ils essayent vite fait de créer un festival pour montrer qu'ils sont encore là. Alors, pour ma portion, ça va être en anglais. Je vais animer un show avec d'autres humoristes. On en a deux Montréalais, je pense, mais les autres viennent de Toronto puis ailleurs au Canada. Pour montrer que Comédia puis Just for Laughs sont là, puis qu'ils vont essayer dans le futur de continuer le bon travail avec plusieurs humoristes présentés à des Montréalais ou des touristes qui sont à Montréal pendant l'été. Alors pour moi, je pense que ça va être un grand show pour Montréal. Ça va être très fun. C'est ouvert dehors. Je ne sais pas si tu as déjà vu la scène extérieure, que ça a l'air maintenant pendant le festival du jazz, mais c'est très très nice. Si ça mouille pas, ça va être beaucoup de fun pour tout le monde. Et juste après moi, je pense que c'est Dane Cook, comme à 9h ou 9h15. Alors, tu peux aller avec tes amis. Tu sors, il va y avoir une autre 15 000 personnes avec toi. Puis tu peux aller à des food trucks, prendre un café, écouter des jokes. Ça va être très, très fun. C'est quand même impressionnant, honnêtement. Faut leur donner là, le fait qu'ils ont racheté quand même tard puis qu'ils ont eu le temps de tout organiser ça. J'ai eu la chance de rencontrer la fille qui book et anglais et français, en fait. Exact, j'ai fait son show au Kickback. Puis c'était vraiment le fun, elle était vraiment généreuse en plus, on a eu le temps de jaser, mais elle s'est retrouvée avec ce mandat-là super dernière minute. Toi, comment tu l'as vécu la vente de Juste pour rire, puis comment ça s'est passé l'appel pour ton show? L'appel de mon show, c'est venu d'Ariane, mais je la connais déjà, on est des amis. Alors pour moi, c'était cool. Moi, j'étais très très heureux qu'elle faisait partie de Comédia. Elle travaillait à Just for Laughs avant. Puis elle
Elle fait du méchant travail. Tu connais des gens comme ça dans chaque industrie, il y a quelqu'un qui se démarque. C'est la première personne qui rentre, la dernière qui part, c'est elle. Alors, puis elle est passionnée d'humour, comme je suis sûr que tu as vu quand tu allais au Kickback. Alors, c'est quelqu'un que je trouve est très important pour le milieu, puis est très important dans l'aspect de son rôle chez Comedia, puis Just for Laughs maintenant. Alors, elle a l'expérience. Puis quand moi, j'ai eu l'appel, je vais dire, honnêtement, j'étais excité, j'étais heureux que Just for Laughs, ça a l'air stupide, mais j'étais heureux qu'il s'était acheté par des Québécois. Personnellement, pour moi, c'était important ça. Alors, j'étais juste heureux que c'était quelqu'un Québécois qui a acheté Just for Laughs. Je pensais juste à ça. C'est pas un vrai problème, mais pour moi, ça vaut quelque chose. Qu'est-ce que tu trouves que ça rajoute au projet, le fait que c'est des gens d'ici? Mais c'est juste l'amour, puis c'est culturel. Écoute, c'est très important pour nous, même Just for Laughs. On a Juste pour rire, mais même Just for Laughs, parce que c'est à un niveau international, c'est connu le nom. Puis d'être quelque chose qui a commencé ici, ça fait partie de l'histoire culturelle des Québécois, du Québec. C'est important que ça reste avec nous, parce que c'est facile, c'est plein de choses qui se font acheter. Puis les Américains, peu importe, peuvent rentrer puis prendre nos œuvres culturelles. Alors, pour moi, c'était quelque chose de cool, que c'était une compagnie québécoise. Puis en plus, Comedia, c'est quelqu'un, je ne le connais pas personnellement encore, le gars qui est en charge de... Sylvain Parent-Bédard. C'est ça, je l'ai jamais... On ne s'est pas rencontrés. Mais je demande des gens autour de moi qui le connaissent, comme Mike, d'autres gens que je... Puis tout le monde me dit juste des bonnes affaires, puis c'est un passionné, c'est un bon gars, il aime ça, il travaille très fort, puis il a une grande vision. Alors, quand quelqu'un qui n'a pas besoin de me mentir, me décrit quelqu'un comme ça, puis tu me connais assez pour savoir que moi, j'ai toujours des grandes visions, puis je veux, si tu mets de l'effort dans quelque chose, va au maximum. Puis, une grande compagnie, c'est difficile de faire ça. Alors, si on a quelqu'un qui vient d'ici, c'est une compagnie québécoise, il y a des grandes visions à l'international, plein de choses à faire, on peut juste gagner avec ça, les humoristes puis le public. Alors, pour moi, c'était très cool. Puis j'étais heureux dès qu'ils m'ont demandé, je n'ai même pas questionné. J'ai dit, OK, vous voulez commencer ça? Avant de parler caché, rien, j'étais comme, OK, je suis down, let's go, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis on va travailler ensemble, puis on va créer quelque chose de meilleur que qu'est-ce qu'on avait avant. Malade. Et justement, en fait, j'avais eu la chance de rencontrer Ariane parce que c'était une des clientes régulières des soirées les mardis au show anglo au bordel. Là, maintenant, je pense que ça fait quasiment 2 ans que tu fais ça. J'ai eu la chance de travailler comme tech de son pendant presque la première année. C'est vrai. Hein? Ça l'a changé quoi un peu dans ton stand-up, le fait d'avoir cette gig-là au bordel toutes les semaines? C'est intéressant parce que ça a changé beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas animer. Puis on discute un show que je vais animer devant, je sais pas, 10 000 personnes. Là. Mais j'aimais jamais ça. Moi, je voulais faire mes blagues à moi. Et ça m'a forcé de travailler une autre muscle d'humour. C'est le crowd work, les questions spontanées. Même si moi, je suis quelqu'un qui aime ça, l'impro. J'improvisionne assez vite, puis je pense à des blagues très, très vite. Alors, c'était pas quelque chose de vraiment hors de mon zone de confort. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça du tout. Mais ça m'a appris beaucoup de nouveaux techniques dans l'humour, puis ça a juste amélioré tout ce que je fais en anglais puis en français. Puis en plus, après ça, je commençais à animer une autre show qui n'était même pas reliée au stand-up. Alors, à cause de l'expérience que j'avais, ça m'a aidé beaucoup. Alors, imagine, hein, c'est jamais. Alors, dis oui. Si tu peux le faire, dis oui, tout le temps. Est-ce que tu parles du show Empire Strikes Back? Strikes Back, ouais, c'est ça. Strikes Back. Le show parodie Burlesque de Star Wars, c'est moi qui ai animé ça ici, puis Ottawa, puis le retour à Montréal, tout ça. C'était quoi, 2-3 mois que je faisais ça? C'est comme une éternité. Mais ouais, c'était moi. Alors, ça, c'est des techniques que j'ai appris d'animer au bordel pendant 2 ans, parce qu'avant ça, je n'animais pas. Et c'est un autre système. D'animer puis de faire ton show, c'est complètement différent. Je suis 100% d'accord. Est-ce que tu retrouves le même niveau de différence entre faire du stand-up et animer que tu trouves quand tu joues en anglais versus en français? Non, tout ça est différent. Tout ses propres difficultés. Ouais, tout est vraiment différent.
C'est quoi les difficultés que tu retrouves en français, par exemple, ou que tu n'aurais pas en anglais et vice-versa? D'animer ou en général? Dans ton stand-up pur, là, parce que tu t'animes en anglais au bordel, mais tu joues aussi sur les soirées régulières en français. Tu joues autant, là, Ouais, c'est ça. Ben, je joue beaucoup au bordel, là. Ben, en français, les difficultés sont que des fois, l'idée me vient pas en français automatiquement. Alors, juste changer mes formules puis comment j'aborde un sujet, ça prend plus de difficultés qu'en anglais. En anglais, c'est très, très vite. Je peux écrire une blague, je peux avoir une 15 assez vite si je mets de l'effort. C'est juste plus naturel pour moi. Mais c'est le récompense. Quand ça marche en français, puis le public apprécie ça, c'est pas comparable. C'est beaucoup plus fort en français. Le retour est plus chaleureux, selon toi? Beaucoup plus. Alors, ouais, c'est même pas à discuter. Tu sais, on le sait, tout le monde qui fait l'humour dans les deux langues à Montréal, c'est quoi? Ouais. Malade, on a dit aussi que tu as un studio de podcast, tu mets beaucoup de contenu en ligne, tu fais beaucoup de podcasts, là, presque tous les jours dans ma tête, puis tu fais des podcasts aussi en français, en anglais. Dans les podcasts même, est-ce qu'il y a des différences dans les deux langues pour toi? Dans les podcasts, pas vraiment, sauf la seule différence, c'est que tu peux me prendre hors contexte en français plus qu'en anglais, parce que en français, si je dis quelque chose, et je le juste dis direct, technique, parce que j'essaie d'exprimer une idée, ça peut avoir l'air un peu des fois, je sais pas, fort, dur. Les gens prennent certaines choses comme des menaces quand ce n'est pas. Des fois, c'est difficile avec mon accent de voir c'est quoi le ton de qu'est-ce que j'essaie de dire. Mais en anglais, tu le sais quand je suis. C'est très facile de savoir si c'est du sarcasme, si je suis sérieux, si je niaise. Alors, juste ça, des fois, les gens me prennent hors contexte plus en français qu'en anglais. Mais hors ça, pas vraiment de grandes différences. C'est juste que j'ai plus d'opportunités en français de parler à des gens intéressants parce que si on est au Québec, alors je peux trouver des acteurs, des politiciens, tout en français. En anglais, il n'y a pas vraiment des gens comme connus ou qui font des grandes affaires ici que je peux inviter régulièrement. Puis, justement, par la quantité de podcasts qu'il faut que tu fasses, est-ce que tu arrives à un moment, des fois, où tu es comme « Yo, j'ai aucune idée de contenu pour aujourd'hui. » Est-ce que tu arrives à la fin de tes idées à un moment donné? Ça arrive juste avec le Pantelis Podcast en anglais. Le Frenchcast, j'ai pas de problème. Il y a toujours une invitée ou quelque chose. Les autres aussi, parce qu'ils ne marchent pas vraiment avec des invités, les intellectuels et tout ça. Alors, ça marche. C'est juste mon podcast à moi. Alors, on change un peu le formule maintenant. Pendant l'été, on teste différents comme formules. Puis, de qu'est-ce que je pense, ça va être un show, un petit mix. Le podcast va se faire live une fois par semaine sur YouTube. Alors, on peut avoir des commentaires, tout ça. Si on n'a pas d'invité, on invite un humoriste ou c'est juste moi puis Poseidon, puis on parle de l'actualité. Puis après cette version-là, on peut la prendre puis le mettre sur les plateformes audio pour la version podcast. Mais je pense que ça va vivre comme ça. Puis je veux que ça soit un peu ouvert. On va dire, par exemple, si c'est à chaque jeudi à 1h, tu sais que tu peux aller sur YouTube puis voir l'épisode live. Tu peux parler, tu peux discuter. On va parler de quelque chose qui arrive cette semaine ou c'est dans les nouvelles. Puis tu peux voir des humoristes qui rentrent. C'est ça que je veux, que ce soit une porte ouverte. Il y a un humoriste qui a besoin de plugger quelque chose. Il sait que, oh shit, Pantelis, c'est sur YouTube à midi. Je vais l'appeler, je vais voir si je peux passer par le studio. On va prendre 10 minutes, on parle de quelque chose, puis je peux plugger mon show. Ça va devenir un peu comme la radio était avant. Alors, c'est ça l'idée que je veux forcer un peu. Très hot. D'ailleurs, tu crées tellement de contenu. C'est quoi le type de contenu que toi, tu consommes pour te changer les idées? Ou est-ce que tu écoutes justement des podcasts d'habitude? J'écoute beaucoup de podcasts, mais aussi beaucoup de livres audio. Audible, c'est pas juste un commanditaire. C'est quelque chose que j'utilisais même avant. J'aime Audible beaucoup. J'ai plein de livres audiobooks que j'écoute. Sur la politique, l'histoire, beaucoup d'histoires, des vieilles romans que j'aime, des choses comme ça. Alors, beaucoup de livres audio, je dois dire. Ouais. Malade.
Quand on parle de podcast, des fois, les gens qui en consomment pas tant que ça disent genre « Ah, il y a trop de podcasts, il y a trop de podcasts. » Moi, perso, je suis pas d'accord avec ça parce que tu regardes les chaînes de télé, il y en a des milliers puis il y a des milliers d'émissions. Fait que pour moi, il y a pas trop de podcasts. Mais comment tu penses que le milieu du podcasting va évoluer dans les prochaines années? Ça dépend de qui prend en charge. Parce que moi, par exemple, on va parler du milieu ici au Québec parce que c'est quand même différent que les autres. Ici, on est dans une période de transition parce que ça fait longtemps que des gens comme moi, ils parlent des podcasts, ils essaient d'expliquer c'est quoi un podcast, puis ils poussent le monde vers ça. Puis les médias traditionnels, puis même des gens ne voulaient rien savoir. Maintenant, on voit les derniers 2 ans après la pandémie, comment ça a changé. Puis les gens ont vraiment adopté les podcasts, puis les médias traditionnels veulent rentrer dans le podcast. C'est la presse a son propre podcast. Toutes les journaux de merde peuvent avoir des podcasts. On n'aime pas vos journaux, on va pas écouter vos fucking podcasts. Mais en même temps, à cause de ça, ça force les gens de chercher hey, c'est quoi un podcast? Et là, ils vont trouver leur niche de qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il va y avoir plus de gens qui se mettent ensemble. On va dire comme moi, ma chaîne, on a quoi? 10 podcasts. Vous écoutes en un. Après, tu as tout Drink Minimum, ça c'est une autre. Je sais pas, ton podcast, le Gong Show, whatever. Ils vont se mettre ensemble, puis ils vont créer des super chaînes. Puis là, ça va avoir beaucoup de valeur. Parce que là, tu peux créer un écosystème, on va dire au Québec, que c'est une vingtaine de podcasts qui sont mis ensemble. Ça, c'est une chaîne, comme on voit à Nouveau TVA, mais c'est à nous. Pour les commanditaires, les négociations sont beaucoup mieux parce que là, tu contrôles les 20 plus grands shows, pas juste podcast, c'est les shows les plus grands au Québec. Tu peux demander plus d'argent. Là, tout le monde commence à faire... Les commanditaires payent moins que qu'est-ce qu'ils payent pour la télé, mais le retour est beaucoup plus parce que personne n'écoute la télé. Leurs chiffres sont désastreux, puis leurs vrais chiffres, habituellement, et ils mentent avec leurs chiffres, on sait ça. Alors, tout le monde bénéficie. Les artistes bénéficient, les commanditaires parce qu'ils gaspillent moins d'argent puis le retour est beaucoup plus grand. On crée un système au Québec où les artistes s'entraident, puis tout le monde est au courant de qu'est-ce que l'autre fait pour aller au show et tout ça. Comme le système des podcasts puis de la radio Sirius fait à New York puis Pennsylvania, New Jersey, tout ce territoire-là, on peut faire ici avec les podcasts. Mais on va voir si ça va arriver. Mais moi, j'ai une idée en tête de qu'est-ce que je veux faire. Mais puis c'est faisable. C'est faisable dans une scale un peu plus petite, bien sûr, que les États-Unis, mais c'est faisable. Qu'est-ce que tu penses de la culture de sortir des extraits sur les médias sociaux? C'est pas que ça me fait chier, mais il y a des fois qui font ça. Si tu fais ça pour ton propre podcast comme une pub, c'est bon, ça marche, c'est facile à consommer, puis peut-être tu vas chercher des gens que hors ça, ils vont pas écouter les podcasts. Le problème que moi j'ai, c'est beaucoup de gens, ils sortent ça pour des gotcha, regarde qu'est-ce que lui a dit. Mais quand tu sors même 2 minutes, hors du contexte de tout le podcast, là, tu peux pas détruire la vie, mais commencer, tu sais, d'essayer de canceller quelqu'un en ligne, tout ça, quand c'est pas vrai, quand tu regardes tout le contexte, c'est comme, ah, OK, là, dans ce contexte-là, je vois de quoi. Parce que c'est très facile. Moi, je parle pendant des heures. Si tu veux, tu peux prendre 2 minutes ici, 5 minutes ici, puis tu peux me faire ressembler comme une malade mentale. C'est pas difficile. Je peux faire ça moi-même. Alors, moi, j'aime pas quand ils font ça par exprès, de le sortir hors contexte. Mais pour mettre les Reels puis tout ça, écoute, tu as besoin de faire des pubs. Moi, je fais pas ça avec le Frenchcast, puis je devrais le faire, sortir plus de clips pour aider l'algorithme. Mais c'est juste que, oui, il y a plein de gens qui sortent des clips hors contexte, juste pour faire chier au monde puis de parler. Ça, c'est pas bon parce que c'est facile à faire. On parle pendant des heures, c'est très facile de changer ce que quelqu'un voulait vraiment dire. C'est super intéressant, man. Merci pour ton temps. Écoute, tu travailles fort, man. T'as les shows bordel. Tu fais des premières parties à Mike, évidemment, ton propre stand-up, ton show à Just for Laughs cet été, que je te souhaite un bon succès. Y a-tu d'autres projets? Évidemment, faut écouter tes podcasts, t'as du très bon contenu, notamment les Comedy Geeks en français, le Frenchcast et des super belles entrevues. Y a-tu d'autres projets que tu voulais plugger ou d'autres choses que tu es fier de travailler en ce moment? On n'a pas annoncé ça encore, mais en août, je vais être... je vais pas dire où, mais je vais être au Québec. Je vais faire mon heure en anglais cette fois-ci. Excellent, je te garde la primeur pour un autre moment alors. Merci mon ami pour ton temps. Merci, bro.
Si t'as le goût d'écouter les podcasts, cette semaine, Sous-Écoute recevait Christine Morancy et Étienne Marcoux. Couple ouvert était live avec Mike Ward à la salle Albert Rousseau. Deux Princes recevaient Sam Quentin et Alec Pronovo. Tout le monde ça y est était avec Justin Morissette. Le podcast des personnages recevait Jay Fournier et Guillaume Pinault. Et le Gong Show était avec Jacob Ospian comme juge invité. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. À bientôt.